de Casil est une ville jeune, puisqu'elle a été bâtie grâce au charbon, grâce à l'exploitation du charbon minière en sous-sol et à ciel ouvert, ce qui a amené quand même toute une industrialisation sur le bassin, grâce à ce charbon qui était une matière première. Et donc se sont créées derrière de grosses entreprises telles que AEMD, Valourec, Vieille Montagne. Mais c'est vrai que ce déclin est arrivé, le déclin est arrivé dans les années 61-62 avec la fermeture de l'exploitation charbonnière en sous-sol. Il faut se dire qu'à l'époque, il y avait, je crois, sur le bassin de Casullois, dans les 4000 mineurs. Donc après, on a continué à travailler sur le charbon, à exploiter le charbon en découverte, à ciel ouvert, puisque tout simplement, le bassin de Casullois est sur un lit de charbon. Et donc, là aussi, petit à petit, la complémentarité quand même de cette exploitation charbonnière était la centrale thermique de Panchaud, auquel on pouvait brûler des milliers de tonnes de charbon par jour pour faire de l'électricité. Là aussi, malheureusement, c'est dans les années 2001, c'est-à-dire au 1er janvier 2002, que au niveau de la politique gouvernementale, s'est arrêtée l'exploitation charbonnière en France. Pas spécialement à Decazeville, mais en France. C'était déjà un premier séisme dans les années 60 quand ça a fermé. Le séisme s'est poursuivi et je dirais que dans les années 80, le séisme est devenu un vrai tsunami. Puisque concomitamment se sont fermées un certain nombre d'unités industrielles. Le chômage qui a pu en suivre, il a été décalé un peu le chômage, parce que dans le cadre de ces mesures de conversion, il y a effectivement des mesures d'accompagnement extrêmement importantes qui ont permis d'atténuer dans le temps ces difficultés et ces pertes d'emploi. Il empêche qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui s'est expatrié. Notre souci aujourd'hui, c'est de montrer une autre image que celle que nous avons pu montrer, c'est-à-dire c'est le déclin, c'est la fin, etc. C'est parfait, merci. Où là-bas? On voudrait savoir votre impression sur le festival Murmure. C'est magnifique, c'est vrai que c'est super. Qu'est-ce que vous pensez que ça apporte à la ville? Ouais, voilà. De la couleur, que ça embellit plus de Decazeville. Mes yeux participent et ça me plaît. Continuez. C'est rigolo, on les cherche quoi, les façades. On va pas au musée, nous. On va pas voir les galeries d'art. On comprend pas. Et là, vous êtes dans la rue et vous vous arrêtez, vous dites « Qu'est-ce que c'est beau, hein? T'as vu ?» On a eu l'idée avec le parrain de ce festival, donc Jody Bonnat, qui est venu intervenir sur ce territoire, de proposer cette idée-là, ce projet, et en même temps de le proposer aussi aux forces économiques du territoire, en leur expliquant que l'objectif c'était justement de les aider à se développer et effectivement de pouvoir attirer des nouvelles populations actives, salariées sur le territoire, hein, et de travailler aussi au rajeunissement de l'image du territoire et au rajeunissement du territoire tout court et de sa population. Moi j'ai été fasciné par le lieu, en fait un petit peu presque comme un décor de cinéma, c'est-à-dire de film. Quand j'ai vu le lieu, j'ai trouvé qu'il y avait une émotion, de la vie malgré tout, même si les rues étaient, il y avait des endroits un peu déserts, même si les soufflantes étaient fermées. J'ai repéré quelques murs et je me suis dit, il faut que je revienne ici vraiment et pas ailleurs. Alors, comment convaincre ces artistes? Ça a été très facile en fait, pour moi, parce que j'ai choisi des artistes déjà qu'on avait déjà rencontrés sur d'autres projets avec Jo, qui étaient talentueux et humains. Donc en fait, en racontant l'histoire de la ville, en annonçant le projet et l'histoire du projet, comment ça a pu naître avec une fresque
faite en mode un petit peu vandale dans la ville. Comment toutes les choses se sont enchaînées. Quand j'ai raconté ça à tous les artistes, voilà, ils ont répondu un grand oui. Nous sommes sur une ancienne friche quelque part, une ancienne friche minière et métallurgique, qui est donc le support à une création totalement originale et qui peut s'inscrire dans de l'art contemporain avec une attractivité forte, une particularité forte. Donc dans l'action culturelle qui a été construite, il a été important de respecter cet ADN que l'on a ici, qui est ce côté populaire, ce côté nous sommes tous ensemble, nous sommes une grande famille, donc la gratuité, la permission de voir les œuvres quand on en a envie, sortir des galeries et des lieux fermés où on doit payer un droit d'entrée, où on doit préalablement peut-être avoir une culture un peu spéciale pour avoir la compréhension de ce que l'on veut voir. Donc cet art-là nous collait vraiment, le street art nous colle vraiment et colle vraiment à notre histoire. Et ensuite agir du coup sur aussi cet aspect de diffusion, de donner envie en fait de s'intéresser à la culture. Alors on parle de médiation culturelle par exemple, c'est-à-dire susciter l'envie d'aller plus loin. On voit une œuvre, mais après quand on rentre cette œuvre, elle va nous travailler, elle va nous poser des questions. On va peut-être avoir envie d'aller au-delà de ça, de s'intéresser à d'autres artistes. En gros, depuis 6 ans, je fais un projet où je peins dans des lieux très défavorisés, des bidonvilles et des camps de réfugiés. Et à chaque fois, je demande aux gens de choisir des mots et je peins ces mots-là sur leur maison. Le but étant de s'intéresser à des gens qui sont très inaudibles en société et qui ont pourtant des choses intéressantes à dire. Quand on m'a proposé de venir ici, j'ai tout de suite accepté et j'ai dit la première journée, je vais rencontrer des réfugiés qui sont arrivés récemment sur le bassin autour de Decazeville. Et j'ai passé l'après-midi avec eux dimanche et c'est eux qui ont choisi le mot P que je suis en train de peindre actuellement. Ils m'ont raconté leurs histoires, ils se sont livrés. Et P, c'était un mot qui a été choisi par un jeune malien qui s'appelle Anjois, mais qui correspondait aussi en fait à ce que ensemble ils avaient envie d'exprimer. Donc ce qui est super avec le street art, c'est que ça s'impose dans la ville, que les gens ne sont pas obligés de faire la démarche de rentrer dans un musée ou quoi que ce soit pour voir cet art-là. L'art se trouve là où les gens se trouvent en fait. Et ce que j'aime aussi dans le street art, donc quand on peint des choses en grand format, qui ne sont pas juste une toile ou une feuille de papier, c'est qu'on peint avec son corps et non juste avec son poignet ou sa main. Sans la notion de collectif, sans la notion d'échange, eh ben, il ne se passe rien. Et pour moi, ce genre de projet, eh ben, ça réunit tout ça. Je pense qu'on fait de la peinture pour se connecter aux gens. On est des artistes, tu disais tout à l'heure, des artistes de rue. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est de comprendre qu'on est issu d'un mouvement qui est le mouvement de l'art urbain. Et dans ce mouvement, eh ben, il peut y avoir... il y a différents courants parce que ce sont des ramifications. On peut remonter loin, mais si on remonte tout simplement dans les années 70, eh ben c'est un courant qui est venu peut-être des États-Unis, un mouvement hip-hop avec la danse, avec le graffiti, mais c'est aussi des artistes français comme Ernest Pignon-Ernest qui par le biais du collage on montrait d'autres choses. Donc les influences, elles sont très différentes, elles sont très variées. Et on va dire que le graffiti, on est vraiment dans un travail qui vient de la lettre, un travail... D'ailleurs, tu viens du graffiti, vraiment. Donc tu aurais pu en parler. Et puis ensuite, il y a énormément de choses qui sont arrivées, comme le collage, j'en parlais, mais le pochoir également. Tout ce qui va, je pense en tout cas, en ce qui me concerne, je mets tout ça dans le même panier, évidemment. Et si on souhaite s'y intéresser, on verra que c'est un mouvement qui est très très riche.
là, 100%, même 150%. Parce que nous, les entreprises locales, on a besoin de changer l'image de notre bassin. Tout à l'heure, il a été parlé de couleurs. C'est vrai que nos couleurs à nous, c'est le gris, c'est le blanc, c'est le noir. Et quand je voyais ces peintures très colorées, je me disais, ben, on n'a besoin que de ça, quoi. Donc voilà comment nous on est arrivé sur ce projet. Côté touristique, bien entendu, donc on l'a bien vu sur les 4-5 mois qui viennent de se passer, on a eu effectivement une augmentation de la fréquentation liée au street art. Donc ce qui montre bien que c'est atypique, que c'est vraiment aussi une complémentarité, je dirais, avec l'offre touristique du territoire, donc du pays de Casillois, Vallée du Lot. Pour resituer un petit peu, c'est vrai qu'au niveau du territoire, donc on a du thermalisme et du bien-être, on en a parlé tout à l'heure. On a également de l'itinérance avec le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. On a aussi du tourisme fluvial sur la vallée du Lot. On a également tout le patrimoine industriel et minier. Et c'est vrai que le street art, voilà, apporte un complément sur l'offre du territoire. Ces dernières années, j'ai souvent entendu dire que c'était un territoire en train de mourir. C'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter quand on est de l'intérieur. Et pour moi, le projet de street art, c'était certainement le meilleur coup de projecteur que l'on pouvait donner sur ce territoire pour le faire voir autrement. Les artistes qui sont venus, les créations qui ont été réalisées, d'une part, ont vraiment séduit la population locale, mais c'est aussi énormément de visiteurs, alors qu'ils soient aveyronnais, lotois, du Cantal, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas remis les pieds sur ce territoire depuis 15 ans, alors qu'ils y avaient travaillé, qu'ils le connaissaient, et qui se sont dit il faut qu'on aille voir ce qui se passe, et qui ont trouvé extraordinaire ce qui se passait.